Bonjour à tous. Je vous remercie d'être venus aussi nombreux parce que la journée, première journée de l'Université de la Terre a dû être dense et elle n'est pas finie. Donc merci beaucoup. Je suis Isabelle Guénard-Malocène et j'ai l'honneur d'animer cette table ronde. Moi, je travaille depuis 30 ans dans la finance, voilà, dont 20 ans dans la finance dite responsable, finance durable, investissement à impact, finance solidaire. Et pourtant, je ne me considère ni véritablement comme une actionnaire, ni comme une activiste environnementale. Hein. Pourtant, quand l'Université de la Terre et Jacques Huprèche, que je remercie, m'a proposé d'animer ce débat, j'ai tout de suite accepté. J'ai accepté parce que, alors je ne sais pas si c'est votre cas, mais l'expression le planète actionnaire m'a quand même interloquée. Comment imaginer en effet la planète, monsieur et madame planète, dans une salle qui ressemblerait à celle-ci, dans une assemblée générale, qui voterait, qui poserait des questions aux dirigeants, à son conseil d'administration. Voilà, cette image m'a quand même interloquée. Et puis, plus sérieusement, je me suis vraiment demandé ce qui se passerait si la planète pouvait détenir des actions d'une ou plusieurs sociétés. Si la planète devenait, si la nature devenait véritablement propriétaire d'une partie du capital de ces entreprises. Et je me suis dit que théoriquement, juridiquement, légalement, la planète pourrait faire entendre sa voix en assemblée générale. Voilà. Si ce n'est se faire respecter, du moins se faire entendre. La planète qui ne serait plus comme, entre guillemets, terrain de jeu infini, pourvoyeuse de ressources pour les entreprises, de ressources naturelles et donc de ressources financières pour les actionnaires, mais une planète comme la nature, comme partie prenante à part entière, et voire plus. Partie prenante, mais également comme une actionnaire. Voilà, la planète, les écosystèmes et tout ce qui existe dans ces écosystèmes naturels comme actionnaires financiers eux aussi. Et puis j'ai accepté avec grand plaisir d'animer ce débat parce que ce qui m'intéresse, c'est de rapprocher des milieux qui a priori sont éloignés ou se connaissent mal et créer des liens, en particulier dans le monde de la finance. Et aujourd'hui, essayer de faire dialoguer deux mondes, hein, peut-être ce monde de la finance qui est symbolisé par l'actionnaire et notre monde, la planète. Donc pour cela, nous allons essayer de décoder cette expression quand même intrigante, hein, planète ou nature actionnaire, en partant de points de vue différents et complémentaires. Et je vous questionnerai, mesdames, messieurs, sur ce sujet. Est-ce que la planète a une place dans les entreprises? Est-ce qu'elle a une place dans leur stratégie? Est-ce qu'elle a une place dans leur gouvernance? Et est-ce que sa voix peut être aussi forte que la voix des actionnaires financiers classiques? Bref, une table ronde ambitieuse, un sujet que moi je trouve complexe en tout cas, mais heureusement un panel d'intervenants très riche, voilà, en qualité évidemment, mais en quantité, comme vous le remarquerez, pour porter la voix des entreprises et de ceux ou celles qui les représentent, de porter la voix également du gouvernement et également de porter la voix de la nature. Voilà. Et ces personnes, mesdames, messieurs, vous pourrez apporter votre témoignage sur votre vision sur cette question qui est intrigante, en effet, voire cette utopie, planète actionnaire, une voix qui compte. Nous sommes nombreux. Nous allons donc organiser ce débat en deux parties. Une première partie du point de vue des actionnaires, entre guillemets, financiers, et puis une deuxième partie, d'un point de vue plus des entreprises, avec un temps de respiration entre ces deux parties, comme ainsi à la fin, également à la fin du débat, où vous pourrez poser quelques questions. Et puis le point de vue de la planète, de la nature, voilà, sera également porté. Alors je commence tout de suite
par la première partie, la planète actionnaire, le point de vue des financiers, hein, en laissant la parole aux actionnaires et à leurs représentants. Alors, pour ce débat, l'Université de la Terre a souhaité accueillir des actionnaires, entre guillemets, traditionnels, représentants de 2 sociétés de gestion qui, elles, à mon sens, ne sont pas complètement traditionnelles. Jean-Pierre Grimaud, bienvenue. Vous êtes le directeur général d'Ophi Invest, 5e groupe français de gestion d'actifs avec 200 milliards d'euros sous gestion, 700 collaborateurs et l'une des 4 marques du groupe AEMA, aux côtés de Massif, Abeille Assurance, Aeso Mutuel, un groupe qui déclare, je cite, « financer le développement d'une économie plus vertueuse au service des grands enjeux de notre monde ». Et puis j'accueille également Olivier, à côté de Jean-Pierre, petite société de gestion par la taille, mais société de gestion bien présente dans la finance à un fort impact, tant au travers des investissements à impact social dans les petites entreprises non cotées, qu'au travers de Fitrust Active Investors France, qui est une SICAV, un fonds investi dans toutes les entreprises du CAC 40 pour pouvoir les questionner en tant qu'actionnaire. Référence de l'engagement actionnarial, Fitrust propose à ses clients, je cite également, de donner de la voix à leurs investissements pour faire évoluer la gouvernance et les pratiques environnementales et sociales des plus grandes entreprises cotées. Pour continuer le tour de table de cette première partie, la représentante d'une banque bien connue, vieille banque, qui a fêté ses 225 ans, je crois, qui est une banque d'État, mais qui est une banque indépendante. Emmanuelle Assement, vous êtes la directrice générale de la Banque de France, institution au service des citoyens pour répondre aux enjeux et défis économiques de notre société, et sans doute plus, puisque vous allez témoigner de votre vision sur le sujet. Et puis pour commencer, un actionnaire, un représentant de la nature également, Franz Go, un invité de choix, puisque vous êtes expert, praticien, auteur du livre « La nature au travail ». Vous avez mené des recherches depuis plusieurs années sur la façon d'émanciper la nature de son statut de ressource, en tout cas de ressources mal rémunérées. Donc nous allons commencer cette table ronde par une première question. D'abord, je vous laisse la parole pour vous présenter, parce que votre parcours est intéressant, et puis répondre à la question, quelle est selon vous, très simple, en quelques secondes, la définition de la nature? Mesdames, Messieurs les ministres, on est tellement nombreux qu'on se croirait dans un conseil de sécurité de l'ONU. Merci de m'accueillir. Je crois que j'ai appuyé sur le bouton. En fait, il faut se coller. Et comme je suis très grand, je vais devoir me courber. Mon parcours peut-être importe peu, si ce n'est de vous dire que effectivement, j'incarne cette idée de nature actionnaire pour la première fois en France et même en Europe continentale. C'est-à-dire que la nature, dans une entreprise dont on reparlera tout à l'heure, est devenue actionnaire à hauteur de 10%, et j'ai la lourde charge de la représenter. Mais de quelle nature on parle? Eh bien, pour ça, j'aimerais faire un petit détour par le bouquin que j'ai publié, qui s'appelle « La nature au travail », qui, en fait, est une forme hybride entre les théories de Philippe Descola, qui est bien connu, puisque c'est lui qui a introduit la journée ce matin, hybride donc entre Philippe Descola et puis un traité de corporate governance. Et ce mélange étrange a donné lieu à des propositions assez inattendues, voire radicalement innovantes, en tout cas si radicalement innovantes que pendant plusieurs années, j'ai été considéré comme un hurluberlu, jusqu'au jour où une entreprise a enfin accepté de les mettre en place. Et cette idée consiste à donner une voix à la nature dans la corporate governance. La nature n'est pas une ressource, n'est pas une simple marchandise. En tout cas, si on continue de penser comme ça, on ne s'en sortira jamais. Alors pourquoi il faut penser la nature comme une partie prenante ayant voix dans la corporate governance? Eh bien, c'est parce que malgré la pléthore de concepts
chaque année plus à la mode les uns que les autres, et je ne vais pas les citer pour ne vexer personne, finalement, depuis 20 ans, 30 ans, les choses n'ont pas réellement ne se sont pas améliorées. Alors pourquoi elles ne se sont pas améliorées malgré la pléthore de concepts de RSE, ESG, CSRD? Eh bien, c'est non seulement parce que la nature reste une ressource, mais c'est aussi et surtout parce que la RSE reste subordonnée aux desiderata du capital, des actionnaires et des marchés. Et donc c'est bien dans cette subordination que se trouve, je crois, un sujet de corporate governance. Alors comment faire? Comment faire pour changer les choses? Eh bien c'est simple, donnons à la nature un pouvoir que l'on qualifie de souverain, donnons à la nature l'équivalent d'un pouvoir suprême en entreprise qui est un pouvoir actionnarial. Alors ça veut dire quoi ce pouvoir actionnarial? Ça veut dire droit à des dividendes, la nature apporte des services systémiques à l'entreprise, il est bien normal qu'on la rémunère en retour par des dividendes, mais ce sont aussi des droits de vote, comme l'a fait l'entreprise dont on parlera tout à l'heure. Et plus si affinité, puisque cette fameuse entreprise ne s'est pas contentée de donner à la nature un droit de vote, elle lui a également donné un droit de veto. Alors les conséquences, c'est quoi? C'est que finalement, dans cette entreprise et dans bien d'autres qui vont suivre ce même chemin, on ne bosse plus pour l'actionnaire classique, on ne bosse plus pour le capital, on bosse pour l'actionnaire nature, et ça change tout, et ce n'est pas une utopie. Alors, j'en termine là. Je ne sais pas si j'ai utilisé déjà mon créditon, mais pour répondre à ta question, qu'est-ce que la nature? Eh bien, c'est toute la question. La nature n'est pas une personne juridique. Pas encore, tout du moins. Donc on ne sait pas comment la nature peut devenir actionnaire. Le seul moyen qu'on a trouvé à ce jour, c'est de passer par l'intermédiaire d'une fondation actionnaire qui, elle, va définir ce qu'est la nature. Et cette nature peut varier dans sa définition en fonction des fondations et des entreprises desquelles on parle. Merci beaucoup, Franz. Donc, nous allons pouvoir explorer tous les concepts dont tu parles, puisqu'en effet, en deuxième partie, nous avons des entreprises qui sont également détenues par des fondations. Mais revenons au sujet de l'actionnaire et faisons témoigner, pour commencer, Jean-Pierre Grimaud. Votre société de gestion gère donc des fonds pour le compte de ses clients. Ces mêmes clients deviennent actionnaires des entreprises qui sont choisis par Ophi Invest et par vos équipes. Pourquoi cette question, finalement, pour un financier, la voix de la nature est-elle essentielle? Quel est le rapport, finalement? Pour commencer par une question assez simple. Question extrêmement simple, bien sûr. Tout d'abord, il faut démystifier quelque chose. Alors ça va peut-être choquer certaines personnes, mais le monde financier n'évolue pas hors sol. Le monde financier évolue dans le monde économique au sens large. Et le monde financier, il est avant tout là pour être un vecteur entre des entreprises, entre des producteurs qui ont des besoins pour réaliser leurs activités, pour produire, pour payer leurs employés, leurs salariés, pour rémunérer aussi leurs actionnaires. Et de l'autre côté de la chaîne, ce sont les épargnants qui nous confient cette épargne que nous, en tant que financiers, cherchons à faire fructifier du mieux qu'il peut pour rendre ce service d'une manière très générale. Et quand je disais que la finance n'est pas hors sol, la finance, elle vit dans le même monde que vous tous, que nous tous, ce monde que l'on connaît aujourd'hui et ce monde qui parfois est heurté. Et aujourd'hui en particulier, on voit bien que l'utilisation des ressources naturelles, je ne parle pas de la nature, je parle des ressources naturelles, certaines de ces ressources naturelles sont limitées. Et donc on voit bien qu'il y a là un enjeu majeur, une question qu'il faut se poser, c'est comment on arrive à réconcilier le fait qu'il faille faire vivre quelques milliards d'humains sur cette terre, tout en préservant ce que l'espace vital est capable de nous produire. Et c'est là où la façon dont on peut gérer l'épargne qui nous est confiée, c'est dans cette façon-là que l'on peut participer à
est-ce que l'on rémunère la nature, en tout cas, à lui faire le moins mal possible en participant à la transformation et les transformations auxquelles nous avons à faire face de manière assez urgente. C'est pour ça que l'on parle assez souvent aussi de transition, que ce soit des transitions environnementales, des transitions sociales, des transitions énergétiques. Et tout cela doit se faire de manière assez parallèle. Alors, intégrer la nature comme actionnaire dans cela, je dirais que beaucoup d'entreprises, et y compris les entreprises financières, le font d'une manière que je qualifierais souvent de réparatrice. Et on en discutait tout à l'heure avec France dans la préparation. Le façon de faire, c'est de non pas, en tout cas, notre façon de faire, ce n'est pas d'avoir des fondations comme actionnaires, mais de financer des fondations qui, à travers ce financement des fondations, peuvent avoir une action réparatrice de la nature. Ça, c'est l'élément réparateur. Mais comme je disais tout à l'heure, ce qui est très important, c'est de travailler sur la transition pour essayer de construire une économie qui, dans le futur, soit beaucoup plus durable. Et la façon dont nous agissons au quotidien dans nos placements, certes, ce n'est pas toujours efficace à 100%, mais en tout cas, cela va dans la direction d'essayer de partager et de faire partager cette transition nécessaire dans le travail que l'on fait chaque jour avec les entreprises dans lesquelles nous investissons. Et par exemple, Jean-Pierre, je vous pose la question, qu'est-ce que concrètement vous pouvez faire, vous, en tant qu'investisseur ou représentant d'investisseurs, pour porter cette voix de la planète dans vos différents métiers? Puisque je comprends que vous investissez dans différentes classes d'actifs, donc quels sont les leviers d'action? Les leviers d'action sont de différentes natures. Le premier, c'est celui dont je parlais à l'instant, c'est celui de la réparation, c'est sans doute le plus facile. Le deuxième levier, c'est d'investir et de développer à côté de ces entrepreneurs, de ces entreprises, d'investir dans des entreprises qui apportent des solutions concrètes. Je parlais en particulier on pourrait citer des exemples dans le domaine de l'énergie durable, d'investir dans des entreprises qui vont produire du gaz naturel type biogaz par exemple, ou dans des entreprises qui développent de l'énergie solaire, ou bien si l'on parle aussi de l'eau, qui est un sujet majeur quand on parle de la nature, d'entreprises qui travaillent à la régénération des océans et de l'eau en général. Donc ça, c'est quelque chose qui apporte des solutions concrètes à faire en sorte que l'on ne détruise pas trop la nature. Et ça, c'est quelque chose que l'on peut faire en tant qu'actionnaire dans ces entreprises et aussi en tant que créancier, de manière directe. Et puis, il y a d'autres types d'entreprises qui sont de taille beaucoup plus grande, et donc notre part dans le capital est beaucoup plus petite. Et là, c'est ce qu'on appelle, et je pense qu'Olivier en dira quelques mots tout à l'heure, des politiques d'engagement de ces entreprises, c'est-à-dire être un actionnaire activiste, utilisons ce terme, pour présenter en Assemblée générale des résolutions qui visent à influer sur la stratégie de l'entreprise, que ce soit dans le domaine climatique ou dans d'autres types de domaines. C'est-à-dire que nous exerçons notre droit d'actionnaire et notre droit de créancier pour influer sur la trajectoire que les entreprises mènent. Et dans ce domaine-là, notre groupe est particulièrement actif et parfois même un peu trop, si j'en crois la réaction d'un certain nombre de dirigeants d'entreprises cotées. Mais nous l'assumons parfaitement. Jean-Pierre, je me permets de vous interrompre à ce stade-là, puisque
Déjà, le temps est un peu réduit, mais vous aviez parlé de Fitrust et de vous-même en tant que votre société en tant qu'activiste actionnarial. Donc, Olivier, je me tourne vers toi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en France, en tout cas, quand on parle de voix des actionnaires, quand on parle d'engagement actionnarial, on pense à Fitrust, la société de gestion, qui est parfois citée dans les journaux comme trublion des assemblées générales. Voilà, vous portez la voix des actionnaires minoritaires. Alors, premièrement, pourquoi est-ce important d'être entendu quand on est actionnaire, mais quand on est petit actionnaire? Et puis la question, bien sûr, c'est est-ce que la planète, la nature, les écosystèmes et tout ce dont on a parlé, est-ce que c'est un actionnaire aujourd'hui minoritaire, majoritaire? Est-ce qu'il peut l'être? Et est-ce un actionnaire ou une partie prenante? Donc, la question est très longue. mais je vais essayer de répondre assez rapidement. D'abord, un petit élément de contexte. Nous avons créé cette SICAV d'engagement actionnarial en 2003, après la catastrophe de l'Erika, qui avait suivi les côtes bretonnes, et parce qu'aucun actionnaire n'avait voulu interpeller Total sur le sujet. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai sujet d'interpellation et que un vrai sujet, excusez-moi, donc je recommence, et qu'il y avait un vrai sujet de responsabilité des actionnaires, parce qu'il est très difficile quand vous êtes une banque, un financier, une compagnie d'assurance, d'éventuellement aller faire des remarques publiques à l'un de vos clients. Donc on a créé cette SICAV, et on a réitéré d'ailleurs en 2012 avec Total sur la question des sables bitumineux au Canada, qui a été une vraie bataille très très compliquée. Mais je dois dire que 20 ans plus tard, après 800 AG et 50 dépôts de résolution, d'abord on se rend compte que être actionnaire minoritaire, on peut jouer un rôle auprès d'une entreprise pour faire bouger l'entreprise. Et la deuxième chose que l'on, avec plaisir, parce que j'entends Jean-Pierre, je suis content d'entendre ce qui est dit, mais ce qui est vrai, c'est que beaucoup d'actionnaires aujourd'hui, de sociétés de gestion, d'assureurs, agissent auprès des entreprises pour essayer de les faire changer sur des questions que l'on appelle ESG, environnement, social et gouvernance. Donc je crois qu'il y a vraiment une énorme évolution qui s'est faite. Le changement complet de l'évolution, l'accélération, c'est l'accord de Paris. Nous avons eu un énorme changement dans les grandes entreprises européennes au moment de l'accord de Paris. Il y a eu, au départ, c'était vu comme les trublions. L'accord de Paris, on a eu un vrai sentiment que, au niveau des grandes entreprises, le climat, la nature au sens large, il y avait un risque pour elles, qu'elles ont identifié. Et ensuite, c'est devenu une opportunité de développement. Donc je crois qu'on pourrait éventuellement en parler, mais je crois qu'il y a un vrai changement. Alors sur la question de savoir comment introduire la nature dans un conseil d'administration, je ferai 3 réflexions en complément de ce qui a été dit là. Je ne sais pas si vous vous rappelez les livres qu'on peut lire sur des romans du 15e, 16e siècle, on parlait de dame nature. Mais la nature n'est pas une personnalité. Donc effectivement, c'est une personne. On peut élire quelqu'un, on peut élire une ONG, on peut élire une fondation qui deviendrait administrateur. Il y a juste un petit point très important qu'il faut comprendre pour raison de la complication et la raison pour laquelle peut-être ça ne se développe pas autant que certains voudraient que ça se fasse, c'est quand vous êtes administrateur d'une société, quand il y a une décision qui est prise, elle est prise à la majorité des administrateurs et vous avez une collégialité. Ça veut dire que vous êtes obligé d'accepter la décision qui est prise, sinon vous démissionnez. Donc c'est un petit peu compliqué si vous représentez et que vous n'êtes pas d'accord avec la décision qui a été prise, voilà, donc de pouvoir, je dirais, continuer à être dans le conseil d'administration. Donc je pense qu'il y a un vrai sujet, en tout cas, de responsabilité par rapport à ça. Une fois qu'on dit ça, en France, la loi Pacte a élargi, très importante, la loi Pacte, elle a élargi les responsabilités de l'entreprise aux questions sociales et environnementales, qui n'existaient pas, et qui nous permet aujourd'hui d'aller déposer des résolutions sur ces sujets-là, ce qu'on ne pouvait pas faire il y a 5 ans. On a fait quelque chose de complémentaire, nous. On est intervenu notamment auprès de Total il y a 2 ans. On a proposé à Total de rentrer dans les statuts, d'inscrire dans les statuts que le conseil d'administration avait une responsabilité sociale et environnementale. Ce que Total a fait, ce qui est une vraie révolution, parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, l'ensemble du conseil d'administration est responsable de la stratégie sociale environnementale
que Total va prendre dans les années à venir. Donc c'est un changement complet de cap que nous avons pris en France depuis quelques années, mais que tous les pays n'ont pas pris. Vous n'avez pas ça aux États-Unis, par exemple, aujourd'hui. Je rappelle qu'aux États-Unis, pour ceux qui ne le savent pas, une résolution d'un actionnaire aux États-Unis n'est pas contraignante. C'est le conseil d'administration qui décide. Donc c'est par le bruit dans les médias qu'on peut faire changer un conseil d'administration, c'est certainement pas par une résolution à l'Assemblée générale. Donc tout ça pour dire que, oui, comme l'a dit Jean-Pierre, je vais pas revenir, les questions de nature, les questions de biodiversité sont présentes aujourd'hui dans les entreprises. Il y a aujourd'hui juridiquement un corpus qui fait que les entreprises sont beaucoup plus responsables sur ces sujets-là, mais je vais quand même mettre un bémol. Nous avons envoyé l'année dernière un certain nombre de lettres à des grandes entreprises françaises sur les questions de biodiversité. Les réponses sont... on aimerait bien que ça avance, que ça aille plus loin. Donc il y a un énorme travail à faire, et donc je pense qu'il va falloir des années, parce que ce sont des sujets très complexes, très compliqués, et comme ça sera peut-être dit tout à l'heure, les entreprises sont en plein d'injonctions contradictoires dès qu'il s'agit de toucher aux questions de biodiversité et de nature, mais ça peut-être c'est un sujet qui sera revu tout à l'heure. Merci beaucoup Olivier. En tout cas, j'ai entendu des messages positifs. Les entreprises ont changé, des messages plus prudents. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Je voudrais maintenant regarder la question d'un point de vue non plus de société de gestion et de représentants des actionnaires, mais point de vue de la Banque de France. Et vous posez peut-être, Emmanuel, une question un peu générale, pas forcément très positive d'ailleurs, pour commencer. C'est que l'actualité, peut-être tout le monde s'en est rendu compte, sur l'environnement est certes très dense, pas forcément réjouissante depuis le début de l'année, pas forcément réjouissante d'un point de vue politique, en tout cas c'est une perception. On parle de vent contraire sur l'ESG, ce fameux acronyme environnement, social, gouvernance, des vents contraires qui peuvent venir des États-Unis, mais pas seulement, puisqu'un certain nombre de grands acteurs privés, et notamment du monde de la finance, ont décidé de quitter l'alliance Net Zéro, une coalition qui s'engageait pour arriver à une contribution carbone zéro. Est-ce qu'on doit craindre aujourd'hui une véritable démobilisation, sans même parler encore de planète actionnaire et de porter la voix de la planète, mais plus généralement une démobilisation sur les objectifs climatiques et environnementaux au sens plus large? Et quel rôle peut ou joue dès à présent la Banque de France? Merci beaucoup. Je suis ravie d'être ici et de partager avec vous notre vision sur ces différents enjeux. Alors effectivement, l'actualité est, on va dire, stimulante quand on s'intéresse au climat et à la nature et qu'on agit en la matière. Les banques centrales, ce n'est pas forcément un acteur attendu sur ces enjeux-là. En réalité, on est rentré de façon très active sur les enjeux nature et d'abord une des limites planétaires qui est le changement climatique. En 2017, quand on était dans une configuration assez sensiblement semblable à celle d'aujourd'hui, on était en 2017 et donc l'administration Trump aux États-Unis avait décidé de sortir de l'accord de Paris. Ah, c'est amusant, c'est exactement la même chose qu'en 2025 et ça nous a stimulé à quelques 8 banques centrales que nous étions, dont la Banque de France, mais quelques autres banques centrales aussi à travers le monde et surtout en Europe, pour monter un groupe, ce qu'on appelle une coalition des volontaires, qui s'appelle le réseau des banques centrales et des superviseurs pour verdir le système financier, pour prendre le relais parce que les enceintes habituelles de discussion ne fonctionnaient plus à cause de cette politique américaine. Alors pourquoi est-ce que les banques centrales et les superviseurs regardent les aspects climatiques et nature? C'est parce qu'en fait, ça relève exactement de leur mandat de stabilité monétaire, de stabilité financière. Et donc, aujourd'hui, comme en 2017, on considère que les risques sont importants pour nos mandats, c'est-à-dire la stabilité des prix, s'assurer que l'inflation pour l'eurosystème reste aux alentours de 2%, parce qu'on sait que des chocs climatiques, que ce soit des chocs physiques avec des crises physiques qui se matérialisent de plus en plus souvent, ou des politiques de transition eh bien, sont de nature à avoir des incidences macroéconomiques en termes de croissance
et donc aussi en termes de stabilité des prix, et que tout ce qui engage des variations d'activité de l'économie réelle engage bien entendu des risques si l'économie est heurtée, donc les acteurs économiques que sont les entreprises ou les ménages, des risques de stabilité financière, puisque les institutions financières qui les assurent ou qui les financent eh bien, sont exposées à des risques de défaut qui peuvent être créés par ces risques associés au changement climatique, qu'ils soient physiques ou de transition. Donc pour nous, en fait, on n'est pas du tout activiste, on est simplement conscient et on est soucieux de mener jusqu'au bout nos mandats qui sont les nôtres de par les traités de l'Union européenne et de s'assurer qu'on a les bons outils pour comprendre d'où viennent les risques associés au changement climatique dans un premier temps et comment ils impactent la macroéconomie et ensuite la stabilité financière. Et une fois qu'on a commencé à travailler et à s'outiller pour bien comprendre ces perspectives et pour bien s'assurer que, in fine, le système financier est à même de continuer de façon durable à financer l'économie et nous à avoir la bonne politique monétaire en fonction des chocs macroéconomiques qui peuvent venir du climat, on s'est aperçu qu'on ne pouvait pas regarder uniquement les aspects climatiques, changement climatique, mais qu'il fallait aller regarder les autres cadrans des limites planétaires, parce qu'il y avait des interactions importantes entre le climat et le reste de la nature. Si on travaille sur le climat sans travailler sur les aspects eau, sur les aspects de déforestation, de biodiversité, en fait, on écope une barque sans arriver à bien stabiliser dans la mesure où il y a un nexus important entre climat et nature. Je prends un exemple tout simple de notre point de vue. C'est par exemple, pour la France, le lien qu'il y a entre les solutions de transition énergétique, nucléaire par exemple, et la disposition, la capacité à avoir suffisamment d'eau courante en abondance pour refroidir les centrales nucléaires. Si on n'a pas l'un, on n'arrive pas à faire le nucléaire et du coup la transition ne fonctionne pas. Donc on est soucieux de ces aspects-là et c'est comme ça qu'on est rentré sur les aspects nature plus récemment, à partir de 2022 et toujours dans le cadre de ce réseau de banques centrales et de superviseurs qu'est le NGFS. Et on travaille beaucoup dessus pour comprendre quelles sont les interactions entre les chocs associés à la nature sur la macroéconomie et sur le système financier, avec une volonté de bien identifier les risques actuels pour le système financier et pour les aspects macroéconomiques, mais aussi, dans un second temps, de pouvoir projeter quels sont les risques possibles dans des scénarios, à l'instar de ce qu'on fait pour les scénarios climatiques, avec les scénarios du GIEC notamment, et donc pouvoir dire si à horizon de 10, 20, 50 ans, ça c'est ce qu'on est en train de faire, la nature sera ou non compatible avec le maintien d'une croissance correcte et d'un système financier suffisamment résilient. Peut-être je prends encore une minute. Pas de problème, j'avais une autre question en plus, donc vous avez le temps. J'ai le temps. Alors, je prends une minute pour dire un peu comment on fonctionne et les enjeux qui sont les nôtres pour ces mesures-là. On a, en termes macroéconomiques, la nature, c'est un contributeur essentiel en termes de services fournis à l'économie. Dans l'économie classique, on a le capital, on a le travail, qui sont les facteurs de production qu'on arrive à bien modéliser depuis le 19e siècle dans nos modèles économiques. Et jusqu'à présent, on avait fait l'hypothèse que parce que la nature fournissait des biens gratuits, on n'avait pas besoin d'entrer les services écosystémiques fournis par la nature dans cette équation de modélisation macroéconomique. Et on se rend compte qu'avec l'atteinte et le dépassement de certaines limites planétaires et le fait que la nature ne sera plus à même de fournir in extenso, comme elle l'avait fait jusqu'à présent, ces services écosystémiques, eh bien, il y a un certain nombre de variables, et c'est là où on est en crainte sur les aspects macroéconomiques, qu'il va falloir prendre en compte
de nouveau, pas de nouveau, puisqu'on ne l'a jamais pris en compte, qu'il va falloir intégrer dans nos modèles macroéconomiques. Et là, on a tout un défi, un peu de modélisation économique. Il faut qu'on s'y mette à plusieurs, et c'est ce qu'on fait avec un large panel, éventail de scientifiques, pour savoir comment nos modèles économiques doivent évoluer pour mieux prendre en compte la nature, dans la mesure où il y a un problème qui est celui du fait qu'on ne pourra jamais substituer des services fournis par la nature qui sont non substituables par du capital et du travail. Le point important ici, c'est la non-substituabilité des services fournis par la nature, alors qu'on a l'habitude d'avoir des modèles économiques où on peut avoir plus de capital, moins de travail, ça se substitue bien l'un à l'autre. Là, ce n'est pas possible. Donc c'est un sujet... La question justement que je voulais vous poser, Emmanuel, et vous l'avez évoqué, le sujet est en effet très complexe. La Banque de France et les banques centrales européennes ont commencé à travailler de façon très précise sur le sujet. Est-ce qu'aujourd'hui, compte tenu du contexte politique qu'on a évolué, est-ce que voilà, vous pouvez, est-ce que l'Europe, le réseau des banques centrales, peut continuer d'avancer sur ce sujet? Oui. Alors, la France avait été précurseur, il a été mentionné un certain nombre de lois. Je mentionnerai la loi énergie-climat qui donne aux superviseurs français pour les banques et les assurances un mandat d'aller voir et de leur demander à chacune de ces institutions financières, et c'est aussi valable, pardon messieurs, pour les sociétés de gestion au premier chef, quels sont les impacts sur la nature et notamment par exemple la biodiversité des investissements qui sont faits. Et ça fait déjà plusieurs années. Dans le cadre de la réglementation européenne, celle qui fait l'objet d'une simplification en cours au titre d'un certain nombre de reporting sur les données, il y a aussi une dimension sur les aspects au-delà du climat, sur les aspects nature. Alors, pour nous, on considère, et c'est, je pense, le cas de beaucoup d'entreprises aussi, au-delà des sociétés de gestion, des banques et des assurances, qu'il est absolument nécessaire de maintenir une capacité à visualiser ces risques et à collecter les données. Ce n'est pas parce qu'on casse le thermomètre que le problème il n'existe plus. Donc, il faut pouvoir se positionner sur les bons indicateurs, les bonnes mesures. Et quand on parle de nature, elles sont très diverses parce qu'entre la biodiversité, le climat, l'artificialisation nette, on n'est pas du tout sur... on est sur des choses très multiples et diverses, mais il faut maintenir effectivement des points d'indication. De surcroît, pour nous, Banque de France, notamment parce qu'on est aussi actionnaire et on investit aussi dans des entreprises, on sait que les entreprises et les investisseurs financiers sont à même, comme il vous l'a été dit, de pouvoir faire des distinctions et de pouvoir créer des incitations par des choix, notamment d'alignement, d'exclusion. Et c'est ce qu'on fait, nous, pour les investissements que dont nous disposons pour nos fonds propres, notamment. On a mis en place un fonds biodiversité il y a de cela 3 mois. Et c'est important de pouvoir agir de façon impactante en la matière. Merci beaucoup Emmanuel, merci les représentants de financiers. Non, alors peut-être, oui Jean-Pierre, vous vouliez rajouter quelque chose avant que je passe la parole au public. Merci, je voulais juste rajouter un élément à ce que Emmanuel a mentionné, c'est ce qu'on appelle la double matérialité dans les reporting et les questions que l'on pose aux entreprises, c'est quel impact, il faut manger le micro, quel impact le climat a sur mon activité en tant qu'entreprise et quel impact moi en tant qu'entreprise j'ai sur le climat. C'est le principe de la double matérialité. Dans tous les reportings réglementaires, comme Emmanuel l'a mentionné, fait par les compagnies d'assurance, fait par les établissements bancaires, fait par les sociétés de gestion, aujourd'hui nous devons rendre des comptes sur cette double matérialité et c'est un élément essentiel. Et ça ne bougera pas. Olivier, un petit ajout également. Un petit ajout qui est important par rapport à tout ce qui a été dit. On pourrait craindre, compte tenu de tout ce qu'on entend aujourd'hui sur le changement la simplification à Bruxelles, sur les États-Unis, etc., de voir que
grandes entreprises, pour la plupart, arrêtent tout ce qu'elles avaient entamé sous la pression d'un certain nombre de choses. Nous sommes en train de faire le tour des 40 sociétés du CAC 40 dans notre activité annuelle d'engagement. De toutes celles que nous avons vues à ce jour, aucune ne remet en cause ce qu'elle a prévu depuis 4-5 ans. Donc elles sont toutes aujourd'hui en train de continuer parce qu'elles savent très bien que c'est stratégique. Et il y a la même chose dans un certain nombre d'entreprises américaines ou ailleurs. Donc je crois qu'il faut faire attention entre le bruit qu'on entend et la réalité, même si probablement ça ira moins vite que prévu. Je pense que quand même, par rapport à il y a toujours la tendance, et je pense qu'elle est de fond, elle est stratégique, et c'est fondamental pour les entreprises qui l'ont bien compris. Merci Olivier. Donc on a entendu que le bateau était lancé. Avant de continuer d'explorer ce concept de planète actionnaire en donnant la parole aux entreprises, je vous propose de poser des questions, si vous en avez dans la salle. Très bien. Alors, a priori, plutôt aux intervenants qui ont témoigné sur cette première partie. Puis, de toute façon, on aura une petite session à la fin sur la deuxième partie. Alors, j'ai vu des mains qui se levaient. Oui, monsieur, par exemple, je crois qu'il faut appuyer. Vous présenter, peut-être désigner, si vous le souhaitez, la personne à laquelle vous souhaitez poser la question. Bonjour, Yves Nicolas. Je travaille dans une société de services qui s'appelle Soprasteria. Et ma question s'adresse un peu à tous les intervenants qui ont parlé. J'aime beaucoup votre concept de planète actionnaire parce qu'il a le mérite de s'inscrire au cœur du fonctionnement du système économique actuel. Maintenant, j'ai lu récemment une étude de l'Institut des actuaires de l'Université d'Exeter dont je retiens deux choses. La première, c'est que les risques économiques des impacts du changement climatique ont été vraisemblablement largement sous-estimés dans les modèles économiques actuels. Et je retiens une deuxième chose, c'est qu'elle parle du coup du concept de la planète insolvable, d'une certaine façon. Et donc, pour rigoler un petit peu, je dirais, est-ce que ça vaut le coup aujourd'hui d'avoir un actionnaire insolvable à son conseil d'administration et en fait, en poussant au-delà de ça, par rapport au nécessaire changement des modèles économiques qu'on doit avoir, est-ce que votre concept ne peut pas être un frein à la nécessaire évolution de ce qu'on doit faire? Alors, merci pour votre question. Franz a tout de suite réagi. Il se propose de répondre. Je ne suis pas financier, donc je ne sais pas ce que veut dire insolvable. Non, je rigole. En fait, ça pose une question, planète actionnaire, donc on va lui donner des dividendes, on va la dédommager. Est-ce que c'est suffisant pour payer la nature à la hauteur des services qu'elle nous rend? Et la réponse est non. Si on devait payer la nature à hauteur des services qu'elle nous donne, ça aboutirait à des tarifs complètement prohibitifs. Un exemple. Une université allemande, en partenariat avec une chaîne d'alimentation, a voulu intégrer le prix du carbone dans toutes les denrées alimentaires, et ce, avec un coût du carbone bas, c'est-à-dire environ 50 $ la tonne, alors qu'en fait, les actuaires disent qu'il faudrait plutôt viser du 200 $ la tonne si vraiment on veut prendre soin des générations futures. Et donc 50 $ la tonne, ça a donné lieu à quoi? Doublement des prix de la majorité des denrées alimentaires. Si par ailleurs on doit prendre en compte les 8 autres limites planétaires, vous devinez que ce n'est pas le double qu'on va devoir payer, mais x10, x100. Et donc en fait, on ne pourra jamais rémunérer la nature à la hauteur des services qu'elle nous rend. Merci Franz. Je crois qu'Emmanuel, vous vouliez rajouter quelque chose. Oui, un tout petit point sur les modèles macroéconomiques et la façon dont on arrive ou pas à capturer finalement la nature. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, quand on prend les modèles tels qu'ils sont actuellement économiques, et il n'y en a pas un qui fonctionne correctement à ce stade, on sous-estime tout le temps, mais de façon colossale, les services fournis et les impacts macroéconomiques fournis par les différents services écosystémiques. Donc nous, on a pris une autre approche, on a plus modestement essayé de faire une photo et regarder par exemple dans les livres des banques en France, des différentes institutions financières, les entreprises qui étaient dépendantes ou très dépendantes à un ou plusieurs services écosystémiques. Et c'est 42% des entreprises non financières. La BCE, la Banque Centrale Européenne,
pour sa partie supervision des banques, a fait exactement le même exercice. Et ils ont trouvé que c'était 72% des financements fournis par les banques européennes qui étaient très vulnérables à la perte d'un service écosystémique. Donc là, c'est un peu binaire, mais dans la mesure où les limites planétaires sont atteintes, dépassées, on peut supposer que les activités fournies par ces entreprises qui sont très dépendantes de ces services écosystémiques peuvent être mises à mal. D'où notre approche en termes de risque, aussi bien macro que de stabilité financière. Merci Emmanuel. Je crois qu'il y avait une autre question. Merci beaucoup. Je m'appelle Guillaume, je suis président cofondateur d'une fondation d'entreprise. J'ai eu la chance de rencontrer un patron qui a monté une boîte à peu près entre 2000 et 4000 salariés. Il n'a pas de descendants directs et il a cédé toutes ses actions à une fondation actionnaire. Et j'ai entendu un petit peu les débats autour de ça. Je ne sais pas ce qui se fait en Norvège, j'aime beaucoup les modèles des pays nordiques. Est-ce que quand on cède toutes ces actions à une fondation actionnaire, on protège la pérennité de la société, ou il y a un mécanisme juridique et financier qui permet, par un LBO, à un moment donné, récupérer la structure? Voilà. Et quid du statut juridique, effectivement, de dire 100% des parts sont consacrées à la planète, et quel est le statut juridique en fait de la détention de la planète? Voilà, merci beaucoup. Alors, merci pour votre question. Elle se rapporte, je pense, beaucoup à la deuxième partie de notre débat, donc ça sera intéressant de pouvoir y répondre pendant les échanges, voire à la fin du débat, puisque, alors, je vais peut-être justement, on a peut-être le temps pour une autre question, mais nous reviendrons à la vôtre tout à l'heure. Oui, monsieur. Merci beaucoup. Est-ce que ça marche bien? Il faut vraiment manger le micro. Bonjour à tous. Déjà, merci pour cette première partie. Je suis Jonathan Zar Ali Chérif, je suis étudiant à Paris Dauphine. Et en vous écoutant, j'avais quelques interrogations justement vis-à-vis du lien entre justement préservation des limites planétaires qui sont évidemment tous dépassés. Donc on est plutôt sur revenir dans un état stable. Et ce que Madame Assouan a évoqué au niveau de la croissance économique. Est-ce que c'est réellement possible? Est-ce qu'on peut arriver à une croissance économique zéro dépassement, zéro émission? C'est ma grande question et j'aimerais savoir comment justement les acteurs financiers arrivent à conjuguer ces deux éléments-là. Merci beaucoup. J'entends que c'est une vaste question, donc si certains ont envie de répondre, ils le peuvent. Je ne sais pas, Emmanuel. Je peux répondre, peut-être que ce sera un peu parcellaire comme réponse, mais j'ai un début de réponse. On fait des scénarios dans le cadre de notre réseau de banques centrales en fonction de plusieurs trajectoires, aussi bien sur la transition que sur les risques physiques. Et on a un des scénarios qui est le meilleur des scénarios, qui est celui où on arrive à du net zéro en 2050. C'est notre objectif de l'accord de Paris. On sait que en fonction, si on arrivait à ce scénario-là et si on se donnait les moyens maintenant pour y arriver, on a un coût en termes de perte de croissance qui est de 8%. Au niveau mondial. C'est-à-dire que par rapport à un scénario vraiment idéal, on sait que ça va nous coûter 8 points de pourcentage de croissance du PIB au niveau mondial cumulé jusqu'en 2050. Alors c'est essentiellement 1% associé au coût de la transition et c'est surtout 7%, 7 points de pourcentage associés aux risques physiques qui ne seront pas évitables même dans le meilleur des scénarios. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le meilleur des scénarios, on sait qu'on va perdre de la croissance s'il n'y avait pas eu ce sujet de changement climatique. Et on sait qu'il faut que d'ores et déjà, il faut qu'on finance aussi de l'adaptation au changement climatique. On a été jusqu'à présent beaucoup sur la transition, et c'est une priorité absolue, mais il ne faut pas qu'on oublie aussi l'adaptation,
parce que c'est des coûts qui sont inévitables et qui vont et dont on voit qu'ils se multiplient déjà à court terme de plus en plus souvent. Eh bien, merci pour vos questions. Le temps tourne, donc, et merci pour vos réponses. Mais voilà, vous pourrez poursuivre les échanges par la suite. Nous passons à la deuxième partie et je me tourne vers la gauche de cette tribune. Planète Actionnaire, le point de vue des entreprises. Et j'allais dire, comme pour la première partie, des entreprises peut-être pas comme les autres. La question étant de savoir comment les entreprises prennent en compte la planète. Est-ce qu'elles considèrent que la nature est une partie prenante, voire plus, ou peut-être une partie prenante aussi particulière qu'un actionnaire. Donc, pour traiter le sujet Planète Actionnaire, l'Université de la Terre a le plaisir de recevoir des représentants d'entreprises, pas comme les autres une fois de plus, deux grandes entreprises de haute technologie, mais pourtant très proches de la nature, ou en tout cas qui accordent à la planète et à l'utilité sociale et environnementale une grande importance qui se traduit également dans leur gouvernance. Une grande place puisque leurs actionnaires sont des fondations. Novo Nordisk, une entreprise mondiale de soins de santé, leader dans les traitements pour les personnes vivant avec des maladies chroniques graves, et un représentant, le président de Zeiss France, entreprise technologique de premier plan dans les domaines de l'optique et de l'optométrie. Nicolas Serriès, président de Zeiss donc France, Étienne Tichy, DG de Novo Nordisk France. Vous allez nous parler de l'organisation un peu originale de vos entreprises et voir comment cette gouvernance permet de donner une voix à la planète. France, je vous redonnerai la parole pour que vous nous expliquiez votre expérience chez Norcis en tant que représentant de la nature. Et puis pour conclure ce débat, Rémi Rioux, directeur général de l'Agence française de développement, viendra clôturer cette deuxième partie. Nous finirons ensuite par les questions. Donc Nicolas, je me tourne vers vous. Alors quelles sont les principales, peut-être rapidement, activités de votre groupe et pourquoi il est entièrement détenu par une fondation? Parce que ce n'est pas si courant en effet. Non, ce n'est pas très courant. Donc Zeiss est un fabricant d'optique de précision, qui est une entreprise qui a 178 ans, qui fabrique des verres de lunettes, qui fabrique des microscopes, du matériel de métrologie, du matériel médical dans le domaine de l'ophtalmologie, de l'ORL, de l'oncologie, et également qui est très présente, ça on le sait peut-être moins pour ceux qui connaissent Zeiss, dans le domaine des semi-conducteurs, puisqu'on on est en joint venture avec une société néerlandaise qui s'appelle ASML, et on fournit à ASML le cœur de leur machine qui permet de graver des semi-conducteurs, donc des puces qui permettent aujourd'hui de réaliser, d'équiper tous nos équipements électroniques. Alors ce qui est intéressant, l'entreprise a 178 ans, parce que cette entreprise a la particularité de s'inscrire dans le temps long grâce au fait qu'elle appartienne à une fondation. Et en fait, à la mort de Carl Zeiss, qui était un inventeur extraordinaire, un entrepreneur, et qui s'est associé avec une personne qui s'appelle Ernst Abbe, qui était un physicien, qui était une personne qui était spécialisée dans l'optique. Ils ont fabriqué les premiers microscopes. Eh bien, à la mort de Carl Zeiss, Ernst Abbe a décidé de créer la fondation Carl Zeiss en faisant en sorte que l'ensemble des ayants droit de l'entreprise transfèrent leur part à cette fondation et que l'entreprise ne soit plus liée au destin de ses descendants et de ses fondateurs. Ils ont créé des statuts pour cette fondation qui, aujourd'hui, garantissent le temps long. Leur objectif était de faire en sorte que l'entreprise puisse être pérenne, qu'elle ne puisse pas être donc dépendante de la famille et qu'elle puisse privilégier le développement des sciences, le développement des territoires dans lesquels l'entreprise et ces différentes sociétés étaient installées, et faire en sorte aussi que l'on se préoccupe profondément du sort de ses employés. Donc c'était un entrepreneur extrêmement visionnaire, puisqu'il a mis au cœur de sa stratégie, au cœur de la fondation, des sujets sur lesquels on parle aujourd'hui. Bien, alors
Merci. Une fondation, un entrepreneur visionnaire qui accorde beaucoup d'importance aux sujets socio-environnementaux. Malgré tout, votre entreprise fabrique des verres de lunettes, des microscopes, ce qui nécessite naturellement de prélever beaucoup de ressources à cette planète, beaucoup d'eau, de rejeter des plastiques non recyclables. Comment envisagez-vous, entre guillemets, vos contributions à la planète, à la nature? Comment la Fondation intervient? Quelle cohérence, éventuellement, vous arrivez à inscrire dans l'organisation du groupe? Alors, c'est effectivement nos objectifs, c'est toujours, lorsque l'on fabrique et lorsque l'on produit, de réduire nos consommations. Réduire nos consommations d'eau en développement des systèmes d'économie circulaire, de systèmes circulaires de la consommation d'eau, de réduire nos déchets, de réduire nos consommations énergétiques. Et également, ce que nous faisons, c'est que nous faisons des bilans carbone pour nos différentes sociétés. On définit les paretos de nos consommations d'énergie et on développe des groupes de travail pour travailler sur les sujets les plus importants et faire en sorte que l'on puisse réduire nos consommations, réduire nos déchets. Nous sommes, par définition, dans un monde économique concurrentiel. Nous ne sommes pas, parce que nous sommes une entreprise détenue par une fondation, hors sol. Nous devons répondre aux impératifs économiques. Une des grandes différences, et ce qui nous aide beaucoup pour garantir notre temps long, c'est que nous n'avons pas d'actionnaire à rémunérer. L'entreprise la fondation étant son propriétaire, nous pouvons utiliser les profits que l'on dégage pour investir en permanence dans la recherche et le développement. Et donc, en fait, une de nos spécificités, c'est qu'on a 15% de notre chiffre d'affaires qui est réinvesti en recherche et développement. C'est considérable, puisque la moyenne européenne, c'est 3%. Une société comme Apple, c'est 5%. Mais nous, on peut investir 15% en R&D. Donc, on investit en permanence sur de l'efficience des recettes, dans l'efficience des ressources, dans des nouvelles technologies pour produire mieux, en consommant moins. Donc, en fait, on travaille vraiment dans une logique constructive pour faire en sorte que nous soyons les plus frugaux possibles, mais tout en étant obligés, bien évidemment, de développer nos activités par rapport à notre environnement. Merci. Donc, nous avons entendu un avantage d'être détenu par une fondation parce que ça permet d'inscrire la politique environnementale sociale dans un temps plus long, que la fondation a des moyens. Donc je continue mes questions sur ce sujet des entreprises pas comme les autres, détenues donc par des fondations, avec une entreprise qui est encore moins comme les autres, puisque vous êtes coté sur les marchés financiers et en même temps détenu par une fondation. Donc Novo Nordisk, dont vous présidez la filiale française, est détenue par une fondation. Comment vous aussi, en tant que grand groupe pharmaceutique qui utilisez des ressources de notre planète, des milliards de litres d'eau, des grandes quantités d'énergie évidemment pour fabriquer et transporter vos produits, qui rejetez des plastiques quand vos silos insulines notamment sont utilisés, comment votre groupe peut et veut donner une voix à la planète, déjà en tant qu'entreprise, quelle est vos conduites responsables? Bien, bonsoir à toutes et à tous, vous m'entendez? Oui, je vais manger le micro aussi. Donc déjà, la première chose, étant une entreprise beaucoup plus jeune que celle de Nicolas, puisqu'on n'a que 100 ans, l'organisation de Novo Nordisk, dès le départ, a été conçue sous forme de fondation. Donc pour nous, c'est excessivement important, dès le départ, donc c'est fondation by design, puisque notre ambition, c'était de pouvoir concilier trois impératifs. Un impératif de performance, et la performance, aujourd'hui, elle sert 45 millions de patients dans le monde. Donc quand on travaille sur la recherche et l'innovation sur les maladies chroniques,
Aujourd'hui, c'est 45 millions de patients qui bénéficient de nos traitements. Donc évidemment, tout ça, ça a un impact. Ça a un impact en santé, pour commencer, mais c'est surtout aussi un impact bien environnemental, parce que entre le développement jusqu'à la commercialisation et même le post-usage, il faut réussir à concilier trois éléments. Le premier, c'est la performance, donc la performance au service de la santé. La deuxième chose, c'est toute la partie people, donc il y a le P de performance, le P de people, ce sont les patients, ce sont les professionnels de santé, c'est la prévention, et le troisième P, c'est le P de planète. Donc toutes nos décisions qui sont impulsées par la Fondation reprennent en fait ces trois thématiques, donc la triple contribution, la triple bottom line pour certains, qu'on a déjà mis en œuvre il y a plus de 60 ans. Donc pour nous, c'est excessivement important parce que c'est un modèle qui nous permet à la fois d'être un modèle performant en termes de recherche et développement, et derrière, de pouvoir préserver la santé, tout comme la planète. Sur la partie planète, puisque c'est le sujet, et elle s'invite à notre table très fréquemment au sein de Novo Nordisk, puisque la planète est au cœur de nos préoccupations dans toutes nos opérations. Et quand je vous évoque les principes retenus par la Fondation, on a un principe qui est aussi d'avoir en main la plupart de notre destin. Donc la Fondation actionnaire permet d'être non opéable, d'être investi sur un temps long, donc 100 ans déjà pour nous, sur des maladies chroniques, donc des maladies de tous les jours pour des millions de patients. Et donc nécessairement derrière, c'est de trouver un modèle qui permette de répondre aux exigences de santé, aux exigences de quantité de production, et derrière, de savoir qu'il y a un certain nombre d'émissions de déchets dont on est aussi responsable. Donc sur tout le volet planète, et là on a un exemple très concret, même proche de chez nous, puisqu'on a une usine aujourd'hui à Chartres, donc avec près de 2000 employés, et on sert à peu près 10 millions de patients tous les jours à partir de cette usine. Donc vous voyez l'importance d'un site comme celui-ci. Sur ce site-là, pour vous dire, on a réussi à avoir quasiment en autonomie sur la partie électricité, parce qu'on est passé sur des systèmes à la fois de production d'énergie, avec des systèmes de biomasse, des systèmes de panneaux solaires et tout ça, de façon à ce que, quelque part, on soit moins associé à de l'énergie fossile, même si elle peut être verte, hein, si on prend l'énergie nucléaire, depuis quelques années. Et donc aujourd'hui, on a 85% de notre énergie, de notre vapeur d'eau, par exemple, qui est produite par des énergies dites vertes, recyclables. Par ailleurs, on est très soucieux aussi de l'utilisation de l'eau. Donc on a réussi à augmenter ces 5 dernières années de 60% les capacités de production, et en même temps de réduire de 30% l'utilisation d'eau. Donc pour nous, c'est excessivement concret, en fait, que ce soit l'eau, le CO2, le plastique, donc réduction du plastique d'ici 2033 de l'ordre de 30%, même si chacun et chacune des patients qui sont traités aujourd'hui par Novo Nordisk utilisent un dispositif qui est pré-rempli, donc jetable. Donc vous voyez, on a une interrogation en fait sur chaque point, que ce soit en R&D. Donc la R&D aujourd'hui, elle doit être verte, donc on doit utiliser des solvants verts, d'avoir aussi une logique d'impact environnemental. On a deux passages en R&D pour valider que nos traitements ont un impact environnemental qui sera meilleur que les traitements précédents. Donc pas seulement l'impact en santé, mais aussi l'impact environnemental et ACC dès le départ, et jusqu'à la récupération recyclage des stylos qui sont utilisés par les patients tous les jours. Donc pour nous, c'est une solution de bout en bout pour arriver à un net zéro en 2045 pour l'ensemble de l'entreprise. Alors évidemment, tout ça, ça amène un certain nombre de défis, hein, parce qu'il y a le défi d'entreprise. Moi, typiquement, je reçois mes objectifs en CO2 aussi, hein, donc c'est ce que je disais à France. C'est sûr qu'on voudrait avoir l'eau, la biodiversité et tout ça, mais tous les ans, je reçois mes objectifs en CO2 et je dois délivrer sur mes objectifs en CO2 pour l'entreprise avec une réduction de CO2 pour arriver au net zéro en 2045. Donc vous voyez que même d'un point de vue très opérationnel, il y a un ruissellement de la Fondation jusqu'aux opérationnels comme nous, directeurs généraux d'une entreprise localisée en France, pour pouvoir réussir ce défi-là. Et puis sur le dernier volet, je pense qu'il est excessivement important aussi d'avoir en tête en fait que quand on se fixe des objectifs et qu'on donne la main aussi à nos employés dans l'ensemble de l'organisation, derrière on a de l'innovation tous les jours.
tous les jours, que ce soit sur le réemploi, sur l'usage de l'eau, sur l'utilisation et la réutilisation des déchets et tout ça. Et surtout, ce qui est important pour nous, c'est que ça rentre dans un modèle à la fois économique, social, sociétal et planétaire. Parce que pour nous, la nature est actionnaire, elle est à nos côtés et on doit être en capacité de fournir et la santé et en même temps de résoudre la problématique environnementale. Merci Étienne. Donc ce modèle vertueux en place depuis un certain nombre d'années, d'autres entreprises qui ne seraient pas détenues par des fondations pourraient peut-être expliquer la même chose. Quelle est l'originalité que vous confère le fait d'être détenu à plus d'un quart, plus de 25% par une fondation qui a plus de 3/4% des droits de vote. En fait, comment aussi s'articule le rôle de la fondation par rapport à voilà, tous vos objectifs et vos pratiques environnementales et sociales? Qu'est-ce que ça apporte de plus? On a parlé des limites de la planète, donc évidemment, je peux vous parler de Novo Nordisk, qui est la filiale santé, hein, mais la fondation au-dessus, la fondation Novo Nordisk, en fait, c'est un dispositif de fondation un peu différent de celui que vous décriviez tout à l'heure, dans le sens où les fondations dans les pays nordiques, vous avez 25% des parts A et 75% des parts B, donc qui sont un système d'actionnariat bien séparé, où quand vous détenez 25% des parts A, vous avez 75% des droits de vote. Donc vous avez le destin de votre entreprise dans les mains et vous avez la possibilité de vous inscrire dans un long terme. Et même si quelqu'un s'amusait à acheter les 75% des parts B, il n'aurait que 25% des droits de vote. Donc finalement, une part assez minoritaire dans les décisions de l'entreprise. Donc on peut s'inscrire dans du temps long, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que sur tous ces aspects qui sont des aspects de gouvernance, pour nous, ce qui est important, c'est de maintenir un modèle intégré. Aujourd'hui, dans bon nombre de sociétés, pharmaceutiques ou pas, il y a énormément de fragmentation en fait. Et la question, c'est quand on veut commencer à maîtriser les ressources, les recycler, tout ça, c'est important qu'on puisse détenir aussi l'essentiel des activités et les maîtriser. Donc quand on maîtrise la R&D, quand on maîtrise la production, quand on maîtrise la distribution, c'est entre nos mains, c'est notre scope 1 et 2, hein, comme vous le savez tous. Et donc, on peut vraiment agir vraiment au quotidien avec l'ensemble de nos employés sur ce scope 1 et 2. Et ensuite, et aujourd'hui, si je regarde notre impact carbone, 96 dans le dernier rapport 24, 96% de notre impact carbone en fait est lié à notre scope 3. Donc derrière, il y a aussi tout un travail d'entraînement des personnes avec lesquelles on travaille, donc nos fournisseurs, nos partenaires et tout ça. Donc on a aussi une politique environnementale d'achat qui est excessivement importante. Donc on a 62 000 entreprises avec lesquelles on travaille dans le monde et avec lesquelles eh bien, on a une politique d'achat qui est contraignante, je l'entends bien, mais en même temps, on ne peut pas aller vers une préservation de la nature, une préservation de l'environnement, et de l'autre côté, ne pas embarquer aussi nos fournisseurs. Donc, dans cette logique-là, on est dans une logique de co-innovation où chacun et chacune prend sa part. Et nous, dans notre modèle économique, on est d'accord aussi, et c'est ce que mon CEO avait rappelé au dernier Choose France, on est d'accord aussi parfois pour acheter plus cher hein, un service. Je vais vous prendre l'exemple de l'électricité. L'électricité, alors on en a besoin, bien évidemment, mais on est capable aujourd'hui l'acheter plus verte, un peu plus cher. Mais par contre, les spécialistes de l'électricité, on leur a demandé de nous faire une recommandation et de mettre en œuvre des solutions pour dépenser moins d'électricité. Parce qu'eux sont spécialistes de l'électricité. Donc c'est ça aussi la réflexion, et je pense que c'est un modèle excessivement pragmatique des pays nordiques. Hein, ils sont très pragmatiques, et c'est ce que j'apprécie. C'est de vraiment se dire, on va faire appel aux spécialistes d'eux, donc là de l'électricité, peut-être leur payer plus cher l'électricité, certes, mais aussi en même temps eh bien, pouvoir bénéficier d'une réduction de 15% du volume d'électricité qui est utilisé aujourd'hui dans notre entreprise. Alors, donc vous voyez, c'est possible. Étienne, je finirai par une dernière question. Comment ça se passe une AG avec autour de la table des gens aussi différents, avec des actionnaires, peut-être des fonds de pension, investisseurs institutionnels, investisseurs particuliers, la fondation? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce qu'on parle de rapport de force? C'est un sujet qui est parfois évoqué chez Fitrust pour justement faire évoluer les choses. Comment ça se passe dans un groupe aussi grand que le vôtre?
vous attendez à la réponse de bien. Non, mais ça, déjà, la première chose, c'est que les sujets sérieux sont sur la table, donc nécessairement, ça demande de trouver des équilibres. Hein, et parfois, il faut renoncer à certaines choses parce que, par exemple, on renonce à des molécules parce qu'elles ne vont pas apporter une différenciation en santé suffisante et elles auront trop d'impact sur l'environnement. Donc, c'est aussi des choix que l'on fait. Et donc ça fait partie de nos choix de gouvernance. Un point qui est important avec le système de fondation, c'est qu'en fait, une bonne partie de nos revenus remonte à la fondation. Et la fondation, en fait, travaille sur des sujets qui dépassent le cadre de notre propre entreprise. Donc, je vais vous prendre un exemple. Par exemple, on évoquait sur l'alimentation. On sait que les limites ne sont pas infinies sur la possibilité de planter, d'avoir de l'eau et tout ça pour de l'alimentation. La Fondation travaille avec aujourd'hui 4 universités pour amener une alternative hors sol pour l'alimentation de demain. Et pas forcément avec des criquets. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est important. C'est aussi de se dire que le modèle qui est développé par l'entreprise va permettre aussi d'adresser des problématiques qui vont bien au-delà de ce que Novo Nordisk, l'entité pharmaceutique, traite aujourd'hui avec de l'innovation. Et dans ce contexte-là, et je vais peut-être rebondir sur votre remarque, Emmanuel, sur la partie financière. Aujourd'hui, si vous regardez parce qu'on se dit comment ça rentre dans un modèle économique pour une société, pour une société civile, hein, si on regarde le coût de l'obésité aujourd'hui en France, c'est 2,7% de points de PIB. Donc la question, c'est si vous êtes en capacité de pouvoir amener des solutions à moindre impact carbone, à fort impact en santé, et même promouvoir la prévention, derrière, eh bien, vous pouvez récupérer aussi 2,7 points de PIB au service d'autre chose. Donc c'est ça aussi, je pense qu'on est toujours en train de concilier les choses en se disant, OK, dans mon silo, c'est comme ça, mais la réalité, c'est quand on commence à tout mettre en équation, bien derrière, on a la possibilité, alors je peux prendre un autre exemple, l'antibiorésistance, sur laquelle la Fondation travaille, c'est 3,5 points de PIB mondial, l'antibiorésistance. Donc vous voyez, tout ça, ça peut avoir un impact excessivement fort. Merci beaucoup, Étienne. Alors, pour continuer sur ces modèles complètement innovants, Franz, je vous redonne la parole. Planète actionnaire, nature actionnaire, des actionnaires financiers et leurs représentants ont parlé, des entreprises ont parlé. Vous représentez la nature, vous, véritablement? Oui, c'est ça. Est-ce que vous pourriez nous en parler? Oui, après avoir fait mon petit manifeste en faveur d'une nature actionnaire, il est temps de passer aux choses concrètes, je vous l'avais promis. Les choses concrètes, c'est Norcis, une entreprise d'IT française de 800 salariés, qui, s'inspirant au fond de ce que les entreprises que l'on vient d'écouter, s'inspirant de la voie qui a été ouverte, c'est-à-dire d'ouvrir le capital à une forme d'intérêt général incarné par une fondation, eh bien Norcis a décidé d'aller plus loin en disant ce n'est pas juste les intérêts généraux d'une fondation, c'est la nature. Et ça, c'est une grande première. Alors concrètement, vous allez me dire, stop, France, il y a 2 ans, Patagonia avait déjà fait la même chose. Et c'est vrai. En 2022, Patagonia cédait 98% de son capital à une fondation actionnaire visant à réparer, protéger la nature. Sauf que Patagonia n'a cédé aucun droit de vote à la nature. Et c'est là qu'est la grande nouveauté avec cette entreprise française Norcis, c'est que la nature que donc je représente a un droit de vote, et je le disais tout à l'heure, un droit de veto. Et ça, c'est du jamais vu, ce qui m'amène à perdre mes cheveux un peu plus rapidement que prévu, puisque un droit de veto, c'est un pouvoir énorme. Un pouvoir énorme, je représente la nature comprise comme les 9 limites planétaires. C'est-à-dire que quand je mets mon droit de veto, c'est au nom de ces 9 limites planétaires et des générations futures. Et ça peut avoir des conséquences sur les salariés qui sont actuellement employés. Pour être concret, faut-il virer 50% des salariés et fermer la moitié de l'activité au nom des 9 limites planétaires et des générations futures? Eh bien, c'est une question que je me pose tous les jours. Alors, heureusement, je ne suis pas seul à perdre mes cheveux dans cette histoire, puisque, vu l'ampleur de la tâche, nous avons, chez Norcis, décidé de recruter 7 autres représentants de la nature pour m'épauler dans cette tâche immense. Ces autres représentants de la nature siègent par ailleurs dans d'autres instances de gouvernance de l'entreprise, au comité de mission, au comité éthique, et puis aussi au comité
sociale et environnementale. Parce que je rappelle qu'en entreprise, il existe un contre-pouvoir formel et légal qui s'appelle le syndicalisme. Et donc, c'est 7 autres représentants de la nature m'épaulent au quotidien pour savoir quelles sont les bonnes décisions que je dois prendre et les éventuels droits de veto que je dois poser. J'aimerais bien vous en raconter beaucoup plus, mais ma voisine appuie sur le micro, ce qui veut dire que l'heure a tourné. Merci beaucoup, France, mais il y aura peut-être des questions à la fin de cette deuxième partie. Alors, Ada Di Marzo, je me retourne vers vous. Je me rends compte que j'ai peut-être oublié de vous présenter tout à l'heure. Vous êtes directrice générale de Bain France. Vous connaissez bien la finance. Nous retournons dans un monde peut-être d'entreprises plus traditionnelles. Mais j'ai quand même une question. Est-ce que ces entreprises, sans devenir et sans faire entrer à leur bord la nature ou un ruisseau ou un oiseau, est-ce qu'en tout cas, elles ont commencé à changer ? Est-ce que la transition a été amorcée, y compris dans des secteurs très polluants, très controversés, les énergéticiens, la grande consommation, les pétroliers, la grande distribution, etc. Voilà, est-ce qu'elles prennent conscience que la planète est non seulement une partie prenante, mais peut-être une voix à porter également? Merci de cette question. Et en étant société de conseil, la dimension de transformation est d'accompagner nos clients sous des transformations grâce à l'expertise et l'expérience, et notamment sur les enjeux de durabilité. Elle est déjà en dimension native de Bain. On l'a dans notre mission depuis une dizaine d'années, voire plus que ça. On l'incarne parce qu'on a déjà de la neutralité carbone depuis plus de 10 ans. Et ça fait partie d'une mission sur 2 de manière directe. Ça veut dire aujourd'hui, il n'existe pas une mission de Bain. Ça veut dire où on accompagne des sociétés à se transformer, où cette dimension elle n'est pas intégrée dans la réflexion. Maintenant, la question la plus importante, je pense, que vous posez, c'est il y a 2 ans, il y a 3 ans, on a eu un foisonnement de prise d'engagement et de communication de prise d'engagement. Et ça, c'est absolument factuel. Bon, maintenant, la question, c'est à quelle vitesse ces prises de conscience se font et surtout à quelle vitesse ces transformations vont être faites par rapport à l'échéance 2050 qui est demain. Et là, la maturité dans les dossiers, elle n'est pas la même. Elle n'est pas la même aussi parce que le niveau de pression, il n'est pas le même. Ça veut dire, si vous êtes une entreprise dans la cosmétique, dans les produits de consommation, la pression des consommateurs pour avoir de la transparence sur comment vous abordez ces enjeux, elle est très forte par rapport à d'autres industries où elle est moins forte. C'est la réalité des choses. Et du coup, quand nous, on travaille avec, par exemple, je pense cet exemple-là d'une société d'un produit de consommation à envergure mondiale, eh bien, quand vous dites « je veux avoir de la neutralité carbone », ça veut dire regarder toute votre chaîne de valeur, ça veut dire regarder tous vos sites de production, ça veut dire regarder comment vous sourcez les ingrédients, comment vous allez procéder à leur production, comment vous allez les transporter, comment vous allez les vendre et comment vous allez organiser vos opérations fonctionnelles. Je peux vous dire qu'en ayant fait l'exercice au niveau mondial, à la fin, vous allez rentrer dans un niveau de détail qui revient à des choix business assez existentiels. Ça veut dire, parfois, vous êtes devant le choix de dire, probablement, ce produit, on ne pourra plus le faire. Et du coup, c'est même pas... On sait que les ressources de la nature sont limitées, et ça, c'est un fait. Mais la question qui va devenir, c'est comment, sur certains besoins qui peuvent être aussi primaires, on va devoir totalement réinventer ce que l'entreprise aujourd'hui fait. Et ça, c'est pas facile de décider dans 6 mois. Et ça prend des dizaines d'années pour le réaliser. Donc, sur ce thème-là, je dirais que les entreprises ont pris la mesure, je pense, du défi. Maintenant, je pense qu'elles n'ont pas toutes prises la mesure de ce que ça prend pour le réaliser. J'ai une dernière question. Est-ce que vous avez noté un coup d'arrêt dans cette stratégie? Encore une fois, on entendait des témoignages qui étaient aussi positifs en disant ben voilà, le bateau est lancé, les entreprises commencent à transitionner, mais nous avons un contexte qui est évident, pas forcément favorable. Est-ce que vous avez ressenti, qui accompagnez les grandes entreprises, une réticence à l'œuvre sur ces sujets? Je pense que
on s'est tous amusés à côté le nombre de fois où dans les conférences des analystes, le mot ESG a été nommé. Et je pense que cette stat, elle est trompeuse, fortement trompeuse. Ça ne veut pas dire que les entreprises ne travaillent pas sur ces enjeux de transition. C'est des enjeux qui ne vont pas disparaître. Du coup, ce qu'on constate, nous, c'est plutôt des vitesses différentes. Aussi une nécessité vraiment existentielle de prioriser où vous allez mettre votre temps. Parce que déjà, il faut savoir où l'enjeu de durabilité impacte votre entreprise. Le deuxième élément, ce n'est pas qu'un enjeu de durabilité, c'est un enjeu économique, je le disais. Ça va changer probablement pour certaines entreprises leur raison d'être. Et le troisième élément, c'est que c'est un enjeu d'attractivité. Vous parlez de droit de veto. C'est vrai que si on n'est pas dans le conseil d'administration, on ne peut pas faire un droit de veto. Mais un des éléments importants aussi, ça devient ne pas être engagé, ça devient à dire je rends mon entreprise non attractive pour les prochaines générations. C'est le meilleur droit de vote qu'on puisse avoir. Pourquoi? Parce que c'est les consommateurs et les collaborateurs, avec leur conscience de responsabilité sociétale, qui vont mettre la pression aux entreprises pour pouvoir y s'y tenir. Maintenant, je vais peut-être être encore un peu provocante, bienvenue la réglementation. Bienvenue la réglementation. D'ailleurs, en Europe, si je suis très heureuse d'être en européen, parce qu'avec la réglementation, on a fait bouger le curseur. Oui, on peut se plaindre tous les 2 minutes de est-ce qu'elle est complexe, est-ce qu'elle est difficile. Mais si je fais un parallèle, d'ailleurs, Emmanuel, vous l'avez mentionné, la réglementation BAL 4, oui, on l'a revue. Mais si on n'avait pas BAL 4, on n'a pas eu de faillite en Europe. On n'a pas eu de faillite en Europe, et c'est grâce à la réglementation. Donc aujourd'hui, je pense que ce point-là, pour revenir à votre question, on ne fait pas un pas en arrière. Il y a des gens qui travaillent, mais ils travaillent dans le silence aussi. Merci beaucoup, Ada. L'heure tourne, donc on va finir cette table ronde avec le témoignage de Rémi Rioux. Merci beaucoup d'être parmi nous, directeur général de l'AFD, avec une question toute simple à laquelle il faudra répondre rapidement, parce qu'il y aura peut-être des questions par la suite. Quelles sont les réflexions en cours peut-être de l'AFD aujourd'hui sur le sujet de la planète et plus généralement, quel rôle pouvez-vous jouer pour donner cette voix à la planète, vous qui aujourd'hui, comme d'autres banques de développement, avez un poids financier également important? Voilà. Merci. Bien, merci beaucoup pour l'invitation et bonsoir à tous. Je commence d'abord par dire à quel point je me réjouis de la qualité, du sérieux de ce panel. Moi, j'étais le négociateur finance de la partie financière de l'accord de Paris en 2015 avec Laurent Fabius et Laurence Tubiana. Donc j'avais pris mon petit bâton de pèlerin et j'étais allé voir tous les acteurs du système financier. Et je peux vraiment vous dire qu'il y a 10 ans, on n'aurait jamais eu cette discussion. Je dirais c'est une discussion aussi incarnée, aussi précise, et avec cette diversité d'intervenants. Donc je pense quand même qu'il faut que tout le monde mesure. Bien sûr, ça fait déjà 10 ans, et bien sûr qu'il faut accélérer, mais il se passe quand même quelque chose dans les entreprises, dans le système financier. Je suis d'accord avec les précédents intervenants. Je rappelle d'ailleurs que on a mis dans l'accord de Paris, alors peut-être tout le monde ne l'a pas vu, c'était un petit peu furtif, mais on a mis dans l'article 2 de l'accord de Paris, qui est quand même l'article le plus important, c'est celui qui fixe les objectifs de la lutte contre le changement climatique. On a mis bien sûr l'atténuation, on a mis l'adaptation, mais on a mis aussi l'article 2.1c qui dit que les flux financiers doivent être rendus compatibles avec une trajectoire à faible émission de gaz à effet de serre et un développement résilient au changement climatique. Donc en fait, on a fait de la finance le troisième objectif de la lutte contre le changement climatique. Et la finance, vous voyez bien, n'est pas conçue comme un moyen au service d'une fin, mais la transformation du système financier est une fin en soi. Donc j'insiste là-dessus parce que finalement tout ce qu'on s'est dit ce soir, c'est la conséquence de ce mandat qui a été fixé au plus haut niveau en 2015 ici à Paris, dans l'accord de Paris. Un mot sur l'AFD.
on a pris donc moi je suis passé après, en 2016, à la tête de l'AFD, on a pris ce mandat très au sérieux. On l'avait déjà d'ailleurs anticipé, hein, on avait mis dès 2004, ce qui était un peu inhabituel pour une institution de développement, le climat au même rang stratégique que la lutte contre la pauvreté, qui est notre mandat initial. On a mis des co-bénéfices climat, donc qu'on a monté jusqu'à 50%, donc il fallait que 50% de notre activité, on puisse démontrer un impact positif sur le climat. On est monté maintenant quasiment à 8 milliards d'euros, hein, donc on tient les engagements financiers, les engagements pris par la France dans les conférences des parties. Et puis après, on s'est dit, 50% c'est bien, mais qu'est-ce qu'on fait des autres 50%? On a le droit de financer n'importe quoi. Et donc on est passé à la notion d'alignement de l'ensemble du portefeuille, même si, donc ne pas faire de mal et même avoir une contribution positive maximale. Donc c'était l'étape alignement sur l'accord de Paris qu'on a franchi en 2017. On y a ajouté la finance pour la biodiversité ensuite. On y ajoutera bien sûr dans quelques mois les océans avec la conférence de Nice de l'UNOC. Et puis après, bien sûr, la question d'après, c'est plus l'environnement, c'est l'économique et le social. Vous en avez tous parlé. Et donc maintenant, l'étape stratégique d'après, c'est l'alignement sur les objectifs de développement durable en y ajoutant la dimension sociale. On a mis en place une procédure interne qui est bien sûr réplicable, je pense, dans n'importe quelle institution financière. Ça s'appelle un avis développement durable. Donc c'est tout simplement un filtre qui permet de noter, d'apprécier la qualité selon 6 critères de tous les projets qu'on finance. Donc on en a passé plus de 2000 depuis 10 ans. Et les projets qui ont une mauvaise note, on ne les finance pas. Puis les projets qui ont une bonne note, on les finance. Et on a bouclé ça, puisque maintenant, c'est ça qu'on vend sur les marchés financiers. C'est-à-dire à peu près 60% de notre financement, donc des émissions obligataires sur les marchés financiers, sont liés à cette procédure dont nous rendons des comptes. Et l'objectif, un jour, c'est qu'une institution comme l'AFD soit totalement financée par ce type de produit, de papier, et que bien sûr le marché, c'est l'étape d'après, nous en récompense quand même, et qu'on ait un premium, évidemment, le jour où on atteint cette qualité. Et ça, c'est pour l'AFD, et puis bien sûr, vous parliez des autres banques publiques, tout ça n'est pas très intéressant si on n'a pas un effet, c'est notre mission, un effet d'entraînement sur un plus grand nombre d'acteurs. Et là, je mentionne juste cette initiative qu'on a lancée en 2020, je reviens du CAP. On a eu une idée très simple qui est de rassembler, je dirais, toutes les caisses des dépôts du monde, c'est-à-dire toutes les banques publiques, le monde de l'investissement public. Vous ne le savez peut-être pas, mais il y en a 534 dans le monde. Ça représente 15% à peu près de tout l'investissement mondial, 2500 milliards de dollars chaque année, pas des promesses, des existants, dont le mandat, évidemment, est de s'aligner sur l'accord de Paris. Et donc, c'est un groupe, et de mobiliser, de financer ce que personne ne finance, et puis, bien sûr, de cofinancer, de dérisquer, d'accélérer la transformation. Nous, on est non lucratif, donc c'est plus facile, des autres acteurs qui se sont exprimés ce soir. Voilà, donc il y a cette machine-là qui est en train de se mettre en place au service de cette très profonde transformation qui est engagée, parce que moi, ma conviction, c'est qu'on est passé dans un monde quand même où il y a l'accord de Paris, bien sûr, mais en vérité, une gigantesque compétition s'est engagée derrière la décarbonation. Et je crois qu'ici, à Paris, on est en train de bâtir, avec le monde de la science pour le développement durable et avec le monde de la finance durable, quelque chose vous êtes nombreux ici, de très singulier, une sorte de laboratoire de solutions pour le développement durable où on mixerait les enseignements de la science, bien sûr, et la capacité financière à les passer à l'échelle. Donc dans le monde un peu effectivement stimulant dans lequel nous sommes, je crois qu'il faut tenir bon, mettre en œuvre, dérouler notre mandat avec le plus d'innovation et d'ambition possible. Merci Rémi pour ces paroles réjouissantes, encourageantes peut-être. Souhaitons que tous ces moyens puissent continuer à être mis au service de cette proposition, donner la voix à la planète. L'heure tourne, mais je vous propose quand même de prendre quelques questions dans la salle. Alors voilà, je vois quelqu'un au fond là-bas.
Est-ce que vous pourriez vous présenter et peut-être préciser à qui vous souhaitez poser la question? Oui, bien sûr. Vous m'entendez? Oui. Donc Armel Segretin, dirigeant d'une SCOP qui s'appelle Sanisphère, qui fabrique des toilettes publiques. On accueille dans nos toilettes publiques à peu près 4 millions de Français par an. C'est des toilettes qui fonctionnent sans eau, sans électricité. Certains d'entre vous ont déjà peut-être vu ça. Et du coup, donc nous, on a un modèle de gouvernance SCOP, c'est-à-dire une société coopérative. Ça n'est pas une fondation. En revanche, on a un modèle de gouvernance à une personne, une voix. Et dans ce qui a été dit, alors une personne, une voix et deux tiers des voix qui appartiennent nécessairement aux salariés de l'entreprise. Il y a des modèles aussi de sociétés coopératives d'intérêt collectif avec des systèmes de collège qui fonctionnent très bien. Nous, on est à 30% de croissance par an. Aujourd'hui, avec les marges de ces dernières années, on pourrait quasiment racheter notre capital et n'appartenir qu'à nous-mêmes et donc à notre raison d'être. C'est un chemin qu'on essaye d'identifier. Et ma question, elle peut s'adresser à différents acteurs, mais en réalité, on voit que le poids de la gouvernance, le poids qu'on a laissé à la finance dans la gouvernance des entreprises est une des raisons du problème d'aujourd'hui, une fuite en avant. Et ma question est, pourquoi ne remettons pas en question, notamment quand il s'agit d'investissement public, le fait d'imposer un changement dans la gouvernance et notamment dans l'équilibre de la gouvernance pour avoir un équilibre finance, travail, environnement, nature. Alors, elle peut s'adresser à M. Rioux éventuellement ou à Mme Aswan. Je peux répondre en tant qu'ancien historien. La France déteste la gouvernance coopérative. C'est historique, c'est à cause des luttes syndicales du 19e siècle et ça a été accentué par mai 1968 où le patronat a pris une frousse bleue du mouvement coopérativiste qui se dessinait à l'époque et donc c'est accentué dans son refus de ce changement de gouvernance, là où l'Allemagne a une longue tradition de gouvernance coopérativiste, à tel point que c'est aujourd'hui incarné dans les conseils d'administration et dans les comités de direction. Et que c'était même un principe inscrit dans la Constitution allemande depuis plus de 50 ans. Voilà pour faire court. Compte tenu de l'heure et des tables rondes qui suivent, je vous propose d'arrêter de répondre aux questions et surtout, je voudrais prendre le temps pour vous remercier chaleureusement, voilà, chers intervenants, et des questions